le nouveau directeur financier a affiché mon salaire sur grand écran et m'a traité de surpayé devant 21 cadres. Il a affirmé que 320,000 $, c'est au-dessus de la valeur du marché. J'ai démissionné calmement l'après-midi même. Dès le lundi matin, 9 clients majeurs ont résilié leur contrat. 16 jours plus tard, 47% de leurs revenus s'étaient volatilisés. Salut Reddit, prenez votre café. Prenez peut-être aussi un encas, car ça va secouer. C'est l'histoire d'un directeur financier, avec un MBA obtenu dans une école hors de prix et absolument aucun bon sens, qui a incendié une entreprise d'un demi-milliard de dollars juste pour prouver qu'il était plus intelligent que tout le monde. Alerte spoiler, il ne l'était absolument pas. Je m'appelle Harper. J'ai 39 ans et, pendant 15 ans, j'ai été la fondation invisible qui maintenait la cohésion d'Apex Forge Industries. Ce n'est pas le genre de travail qui vous vaut la couverture des magazines ou des discours lors de grandes conférences, mais c'est le genre de travail ennuyeux, sans glamour et absolument critique qui empêche 511 millions de dollars de contrats aérospatiaux de s'évaporer du jour au lendemain. Vous savez, ces gens qui travaillent dans l'ombre, s'assurant que la machinerie ne s'effondre pas, pendant que les autres s'attribuent le mérite. C'était moi. Sauf que personne ne s'attribuait le mérite, car personne ne comprenait vraiment ce que je faisais. Ils voyaient juste les chiffres d'affaires augmenter chaque année et supposaient que cela se produisait par magie. Puis je suis parti, et soudain, il est devenu très clair, et très vite, que ce n'était pas du tout de la magie. Laissez-moi revenir en arrière. Quand j'ai commencé chez Apex Forge en 2009, l'entreprise ne tenait qu'à un fil. Il venait de passer de la fabrication industrielle aux composants aérospatiaux, et la transition était brutale. Les marges étaient minimes. Les relations clients étaient pratiquement inexistantes. La moitié des sous-traitants étaient prêts à partir, car personne chez Apex n'avait la moindre idée de comment fonctionnait réellement la fabrication aérospatiale. Voyez-vous, l'aérospatiale, ce n'est pas comme vendre des gadgets. Vous ne pouvez pas simplement expédier des pièces, facturer les clients et terminer votre journée. Ce sont des entrepreneurs de la défense, des fournisseurs de compagnies aériennes commerciales, des entreprises aérospatiales privées. Ils n'achètent pas des composants. Ils achètent de la fiabilité, de la confiance, et la certitude absolue que, lorsqu'ils auront besoin de quelque chose, vous le livrerez exactement comme il faut, exactement à temps, avec zéro marge d'erreur. Parce que dans l'aérospatiale, les erreurs ne coûtent pas seulement de l'argent. Elles clouent les avions au sol. Elles retardent les chaînes de production. Elles font licencier des gens. Une seule expédition manquée peut entraîner des millions de pertes en cascade. Ainsi, lorsque les clients signent des contrats dans cette industrie, ils n'évaluent pas seulement votre capacité de fabrication. Ils vous évaluent vous, en tant que personne. Peuvent-ils vous faire confiance quand les choses tournent mal? Répondrez-vous au téléphone à 23h un vendredi soir quand leur chaîne de production tombe en panne? Les accompagnerez-vous personnellement dans le hangar pour vérifier les spécifications quand ils sont nerveux à propos d'une livraison? C'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Mon titre officiel était directrice principale des partenariats clients stratégiques. Ça sonne chic et vague, non? Ce que cela signifiait réellement, c'est que j'ai passé une décennie et demie à être le pare-feu humain entre des clients aérospatiaux exigeants et une entreprise de fabrication qui a vu défiler 6 PDG différents, 4 restructurations majeures et plus d'initiatives d'efficacité que je ne pourrais compter. J'ai construit les relations. J'ai appris les manies, les préférences et les peurs de chaque client. Ceux qui refusaient de signer des contrats, à moins que je ne me présente physiquement dans leurs locaux. Ceux qui ne faisaient confiance qu'à moi pour expliquer pourquoi un retard ne détruirait pas leur calendrier. Ceux qui avaient été échaudés par des fournisseurs précédents et avaient besoin d'être constamment rassurés sur le fait que nous ne les laisserions pas tomber. Je connaissais leurs entreprises mieux que certains de leurs propres employés. Je savais quels contrats avaient des marges serrées et lesquels avaient de la flexibilité. Je savais qui avait besoin d'être accompagné et qui voulait juste des résultats. Je savais exactement quand insister, et quand battre en retraite. Et j'ai tenu mes promesses à chaque fois. En 15 ans, j'ai fait passer notre portefeuille aérospatial de 47 millions à 511 millions de dollars en contrats annuels. Mon carnet de clients personnels représentait 42% du chiffre d'affaires total d'Apex Forge. Je connaissais les chiffres par cœur, au dollar près. Chaque client, chaque marge, chaque cycle de renouvellement, chaque facteur de risque, l'entreprise a grandi autour de ce que j'ai construit. Nous sommes passés d'un fournisseur régional en difficulté à un nom reconnu nationalement dans la fabrication aérospatiale.
Les réunions du conseil d'administration présentaient des diaporamas PowerPoint sur notre position stratégique sur le marché et notre domination de l'industrie. Ils envoyaient des emails de félicitations quand nous atteignions des paliers de revenus. Personne n'a jamais demandé comment ces paliers étaient atteints. Ils profitaient juste des résultats. Je n'ai jamais célébré. Honnêtement, j'avais à peine le temps. Au moment où un trimestre se clôturait, j'avais déjà 3 coups d'avance, planifiant la prochaine série de renouvellements, anticipant les problèmes, élaborant des plans de secours. C'est comme ça qu'on maintient un demi-milliard de dollars de contrat. On ne se laisse pas porter. On ne se détend pas. On anticipe tout. Le travail n'était pas glamour. C'était de longues heures dans des entrepôts, des vols de nuit vers les sites des clients, des tableaux Excel interminables pour suivre les délais de livraison et les calendriers de production, des appels téléphoniques à minuit parce que la chaîne d'approvisionnement de quelqu'un avait un problème et qu'il leur fallait des solutions tout de suite. Des week-ends passés à examiner des spécifications techniques pour que je puisse les expliquer en français courant à des clients qui n'étaient pas ingénieurs. Mais j'en tirais de la fierté. J'étais fier de voir Apex Forge passer de la simple survie à une véritable prospérité. J'étais fier du fait que notre taux de rétention client était de 96%. J'étais fier de savoir que lorsque les clients pensaient aux fournisseurs de composants aérospatiaux, ils pensaient à moi. Cependant, quelque part en chemin, le conseil d'administration a oublié comment ces relations fonctionnaient réellement. Ils ont commencé à regarder des feuilles de calcul au lieu des gens, des centres de coûts au lieu des partenariats, des frais généraux au lieu de la confiance. Quand la nouvelle équipe de direction est arrivée, je savais ce qui allait se passer. J'avais déjà vu ce scénario. Les nouveaux dirigeants débarquent toujours avec leur MBA tout brillant et leurs références de cabinet de conseil, absolument convaincus qu'ils peuvent optimiser des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils confondent complexité et inefficacité. Ils voient quelqu'un payer 320,000 dollars et supposent immédiatement que c'est du gaspillage, sans jamais demander ce que cette personne fait réellement ou quelle valeur elle génère. Ils pensent que les revenus tombent du ciel, que les clients sont interchangeables, que les relations peuvent être remplacées par des processus, et ils ont toujours tort. Ethan Walsh était le dernier sauveur en date, notre nouveau directeur financier. Il venait de Bennett Sterling Consulting, une de ces firmes célèbres pour se faire parachuter dans des entreprises en difficulté, réduire les coûts et appeler ça un redressement. Le genre d'endroit qui vous apprend 80 façons différentes de supprimer des effectifs sans techniquement mentir dans le communiqué de presse. Sa première semaine chez Apex, Ethan a annoncé que nos modèles de rémunération étaient gravement désalignés par rapport aux références du marché et que nous avions besoin d'une correction structurelle immédiate pour rester compétitifs. Traduction, nous payons trop les gens et je suis sur le point de régler ça. Je n'étais pas inquiète au début. Mes chiffres étaient en béton. Je savais exactement ce que chaque client rapportait, quelles étaient nos marges bénéficiaires, combien de valeur je générais personnellement. N'importe quel directeur financier compétent regarderait mon portefeuille et réaliserait que me payer 320,000 dollars pour gérer 215 millions de dollars de contrats était l'un des meilleurs investissements qu'Apex ait jamais fait. 320,000 dollars, ça semble beaucoup jusqu'à ce que vous fassiez le calcul réel. Je générais 215 millions de dollars de revenus annuels. C'est un retour sur investissement de 671 pour 1. Vous pourriez me payer le double que ce serait encore une bonne affaire. Mais Ethan Walsh n'était pas compétent. Il était ambitieux. Et il y a une énorme différence. Dans les 3 premières semaines, des feuilles de calcul anonymes ont commencé à circuler dans l'entreprise. Comparaison de salaire, indicateurs de performance, données comparatives de l'industrie. Quelqu'un les faisait fuiter intentionnellement, car soudainement, tout le monde dans le bâtiment calculait sa valeur en chuchotant nerveusement. L'atmosphère a changé presque du jour au lendemain. Les conversations se transformaient en murmures quand Ethan passait. Chaque réunion devenait une représentation où les gens essayaient de prouver leur valeur. Le mode autopréservation s'est enclenché dans tous les départements. J'ai vu des chefs de service, qui étaient confiants et décisifs, commencer soudainement à remettre en question des décisions basiques. J'ai vu des gens qui travaillaient chez Apex depuis une décennie commencer à peaufiner leur CV. J'ai vu toute l'entreprise se tendre comme une proie sentant un prédateur. Ethan se déplaçait dans le bâtiment comme s'il en était le propriétaire. Toujours à transporter un rapport, toujours à répéter un discours, toujours à placer de petites mines verbales dans les conversations banales. Quand il s'est arrêté à mon bureau 3 semaines après son arrivée, il m'a fait ce sourire.
Vous connaissez ce genre de sourire, celui que les dirigeants arborent quand ils ont déjà formé leur opinion et qu'ils font juste semblant d'écouter par formalité. Il a scanné mon mur de récompenses industrielles comme si c'était des pièces à conviction dans un audit. Harper Bennett, c'est ça? La murmureuse des clients. Impressionnant portefeuille que vous avez construit ici. La murmureuse des clients. C'est comme ça que les gens m'appelaient. Ça a commencé comme une blague et c'est resté. Je n'ai jamais adoré ce surnom, mais je ne l'ai pas combattu non plus. Merci, ai-je dit. Nous allons mener une analyse comparative complète au cours des prochaines semaines, pour nous assurer que les structures de rémunération et les résultats de performance sont correctement alignés dans tous les départements. Analyse comparative, structure de rémunération, résultats de performance, alignement correct. Langage d'entreprise pour « Je monte un dossier pour réduire votre salaire ». J'avais vécu assez de restructuration pour reconnaître un coup monté quand j'en voyais un. Ethan n'évaluait pas. Il chassait. À sa 3e semaine, les chuchotements s'étaient transformés en panique silencieuse. Il était constamment au RH, demandant des données de paie sous la bannière de la transparence et de l'efficacité opérationnelle. Les RH obéissaient, parce que c'est ce que font les RH quand une nouvelle direction arrive avec de l'autorité. Ils remettent les données en espérant ne pas être les prochains sur la sellette. Ethan a commencé à programmer des réunions individuelles avec les chefs de département. 30 minutes chacun. Aucun ordre du jour partagé à l'avance. Les gens en sortaient pas les secouer, refusant de parler de ce qui s'était passé à l'intérieur. Je suis restée silencieuse, j'ai gardé la tête basse, concentrée sur mes clients. Mon instinct me disait que cela ne concernait pas vraiment l'efficacité ou l'alignement sur le marché, ni aucun des mots à la mode qu'Ethan continuait d'utiliser. C'était une question de pouvoir. De contrôle. Il s'agissait pour Ethan d'établir sa domination en abattant quelqu'un de visible. Il ne voulait pas juste des comptes équilibrés. Il voulait que tout le monde comprenne qu'il était aux commandes désormais et que personne n'était à l'abri, peu importe à quel point il se croyait précieux. Ce vendredi-là, il a diffusé sa première newsletter interne. Objet, construire un avenir plus svelte. Le tout se lisait comme de la poésie d'entreprise. Beaucoup de langage fleurit sur l'alignement des personnes avec la performance, l'adoption du changement et l'avantage concurrentiel durable. Un paragraphe sortait du lot, dans les semaines à venir, nous aborderons les structures de rémunération héritées qui ne reflètent plus les réalités actuelles du marché. Les départements avec des échelles de salaire supérieures au marché serviront d'exemple pour un recalibrage opérationnel à travers l'organisation. J'ai lu ça 3 fois. Structure de rémunération héritée. Échelle de salaire supérieure au marché. Recalibrage opérationnel. Traduction, quelqu'un va servir d'exemple, et ce quelqu'un, c'est probablement vous. J'étais devenu la cible. L'ironie ne m'échappait pas. Ethan était chez Apex depuis 3 semaines. Pendant ce temps, il n'avait assisté à exactement 0 réunion client, n'avait été présent pour aucun renouvellement de contrat, n'avait participé à aucun appel de partenariat, n'avait visité aucune installation, n'avait rencontré aucune des personnes dont l'argent payait son salaire. Il ne savait pas que les clients qu'il était si impatient de mesurer en pourcentage étaient des êtres humains, qui avaient construit des relations personnelles avec moi sur une décennie. Il ne comprenait pas que les contrats aérospatiaux ne tiennent pas grâce aux papiers et aux signatures. Ils tiennent grâce à la confiance. L'un de mes plus anciens clients, Raymond Torres chez Patriot Defense System, m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié, « Harper, nous ne faisons pas affaire avec Apex Forge. Nous faisons affaire avec vous. Si vous partiez demain, nous devrions sérieusement reconsidérer ce partenariat. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la réalité. Dans les industries basées sur les relations, les gens sont le produit. Les composants sont presque secondaires. Les clients achètent de la confiance. Ils achètent la certitude que, lorsque quelque chose tourne mal, la personne en qui ils ont confiance réglera le problème. Ce genre de loyauté n'apparaît pas dans les tableaux Excel. Ça ne rentre pas parfaitement dans les modèles de référence de marché d'Ethan. Ça ne peut pas être optimisé, automatisé ou remplacé par un processus. Mais Ethan ne comprenait pas cela, et il allait payer cher son ignorance. C'est arrivé un jeudi après-midi de fin mars. Le 27 mars, pour être exact. Je n'oublierai jamais cette date. Ethan avait programmé ce qu'il appelait une session trimestrielle d'alignement du leadership, ce qui aurait dû être mon premier avertissement, car personne ne parle comme ça à moins d'être sur le point de faire quelque chose de terrible.
Je suis entré dans la salle de conférence à 14h58. J'avais mon café. J'avais mon carnet. Je m'attendais à une autre heure de jargon d'entreprise vide de sens sur réduire les coûts sans rogner sur la qualité et aligner les parties prenantes, et toutes les autres bêtises que les cadres disent quand ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. 21 personnes étaient dans cette pièce. L'équipe exécutive au grand complet, les directeurs principaux de chaque département, et même quelques personnes que je ne reconnaissais pas. Des costumes chers, des visages graves. La table de conférence était de ce genre poli qui vous renvoie le reflet de votre anxiété. L'écran du projecteur était déjà allumé. Diapositive de titre, efficacité opérationnelle par l'alignement sur le marché. Je me suis assise. Ethan se tenait en bout de table, portant un costume qui coûtait probablement plus cher que le crédit immobilier de la plupart des gens. Bleu marine, coupe parfaite, épingle de cravate, la totale. Il a souri. Pas un sourire amical. Le genre de sourire qu'un prédateur donne juste avant de bondir. Merci à tous d'être ici, commença-t-il, d'une voix lisse et répétée. Aujourd'hui, nous abordons des inefficacités structurelles critiques qui ont entravé notre positionnement concurrentiel sur un marché de plus en plus exigeant. Langage d'entreprise pour « quelqu'un est sur le point de se faire détruire ». Il a cliqué pour passer à la diapositive suivante. Un graphique à barres comparant les salaires entre différents départements. Mon estomac s'est noué. Je savais où cela menait. Il a cliqué à nouveau. Mon nom est apparu à l'écran. Harper Bennett en police taille 48. En gras. Impossible à rater. À côté, mon salaire. 320,000 $ par an. La salle est devenue silencieuse comme une tombe. Pas le genre de silence réfléchi. Le genre horrifié. Le genre où tout le monde retient son souffle, attendant de voir si vous allez survivre à ce qui va se passer. 21 personnes me fixaient mon salaire. Affiché comme si j'étais un problème à résoudre. Une ligne budgétaire à éliminer. Ethan a laissé l'image flotter là. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a laissé tout le monde mariner dans le malaise pendant quelques secondes. Puis il a parlé. Je suis désolé, Harper, mais ce salaire est indéfendable. Mes mains sont devenues froides. Je me suis forcé à continuer de respirer normalement, à ne pas réagir, à ne pas lui donner la satisfaction de me voir tressaillir. 320,000 $, cela représente une prime de 47% par rapport au taux du marché pour des rôles équivalents dans notre secteur. Selon notre analyse comparative approfondie auprès de 23 organisations comparables, les postes de direction de partenariat client dans la fabrication aérospatiale s'élèvent en moyenne à 217,000 $ par an. Il a cliqué vers une autre diapositive. Plus de graphiques, plus de chiffres, tous conçus pour me faire passer pour quelqu'un qui volait l'entreprise. Cela représente un surpaiement annuel de 103,000 $. Ce genre de lourdeur structurelle est exactement ce qui empêche les organisations d'atteindre une croissance durable et de maintenir des marges compétitives. Il ne me parlait pas à moi. Il faisait son show. Il montrait à tout le monde dans cette pièce qu'il avait le courage de prendre des décisions difficiles. Qu'il pouvait abattre la personne que tout le monde pensait intouchable. Que personne n'était en sécurité s'il n'était pas aligné avec sa vision. Nous avons mené une analyse complète des exigences du poste, des indicateurs de performance et des normes de l'industrie. Bien que nous reconnaissions les contributions historiques de Harper, la responsabilité fiscale nous oblige à faire des choix difficiles. Contributions historiques. Comme si j'étais déjà au passé. Comme si j'étais une relique. Quelqu'un a toussé. Une autre personne a baissé les yeux sur ses notes comme si elles étaient soudainement devenues fascinantes. Une femme de l'autre côté de la table a carrément détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Je suis restée là, silencieuse, regardant cet homme réduire 15 ans de construction de relations, de rétention client, de génération de revenus et de dévouement absolu à un simple chiffre, qu'il pouvait sabrer pour se faire bien voir. Pour aller de l'avant, a continué Ethan en cliquant sur la diapositive suivante, nous allons restructurer ce rôle pour l'aligner sur les normes de l'industrie. Nous avons conçu un nouveau modèle organisationnel qui maintient la couverture client tout en atteignant l'efficacité fiscale. Le nouvel organigramme est apparu à l'écran. Mon poste avait disparu, remplacé par 2 rôles juniors, tous deux à 118,000 $ chacun. Le calcul était magnifique si vous ne compreniez rien à la réalité.
Il économiserait 84,000 $ par an tout en doublant les effectifs pour montrer qu'il investissait dans le développement des talents. N'importe quel professeur de MBA applaudirait l'efficacité. N'importe quel professeur de MBA qui n'avait jamais rien construit d'important. Nous apprécions l'ancienneté de Harper, a dit Ethan, sa voix prenant ce ton condescendant qui m'a fait bouillir le sang. Mais l'évolution organisationnelle exige que nous fassions évoluer les structures de rémunération en conséquence. Ce n'est pas personnel. C'est simplement de la gestion responsable. Pas personnel. Bien sûr. C'est pour ça qu'il a affiché mon salaire devant 21 personnes. C'est pour ça qu'il a utilisé des expressions comme indéfendable et lourdeur pour décrire mon travail. C'est pour ça qu'il a conçu toute une présentation pour m'humilier. La réunion a continué. Plus de diapositives, plus de jargon d'entreprise, plus de plans de restructuration, de réalignement et d'optimisation. Je n'ai rien entendu de tout ça. J'étais trop occupé à réaliser ce qu'Ethan ne voyait pas, il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie professionnelle. Il avait humilié publiquement la personne qui générait 42% des revenus de l'entreprise. La personne qui détenait des relations qui ne pouvaient être ni transférées, ni automatisées, ni remplacées. La personne dont les clients ne faisaient pas affaire avec Apex Forge du tout, ils faisaient affaire avec moi. Et Ethan venait de leur montrer à tous exactement à quel point Apex valorisait ses relations. La réunion s'est terminée à 15h47. Les gens sont sortis en évitant tout contact visuel. Personne ne m'a dit un mot. C'est ce que fait la peur. Ethan était directeur financier depuis 3 semaines, et tout le monde savait déjà que le contrarier signifiait un suicide professionnel. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte, je me suis assise à mon bureau pendant exactement 60 secondes. Je me suis laissé le droit de ressentir les choses. La colère, l'humiliation, l'épuisement d'avoir tout donné à une entreprise qui venait de me réduire à des frais généraux qu'il pouvait couper. 60 secondes à m'apitoyer sur mon sort. C'est tout ce que je me suis autorisé. Puis je me suis levé et j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon modèle de lettre de démission, un modèle que je gardais à jour depuis des années, juste au cas où. J'ai changé la date. J'ai changé quelques détails. J'ai ajouté une phrase. Avec effet immédiat, je démissionne d'Apex Forge Industries. Merci pour l'opportunité. Pas d'explication. Pas d'appel à l'émotion. Pas de colère. Juste fini. J'ai cliqué sur envoyer à 15h52. Envoyer au RH. Copie à l'équipe exécutive, y compris Ethan. Puis j'ai commencé à emballer mes affaires. 15 ans tenaient dans 2 cartons. Des récompenses dont je ne me souciais plus. Des photos qui ne signifiaient plus rien maintenant. Un mug à café que quelqu'un m'avait offert il y a des années, sur lequel était écrit client Whisperer en écriture élégante. Je l'ai laissé sur le bureau. Quiconque reprendrait ce bureau pouvait l'avoir. À 16h15, je sortais du bâtiment avec mes 2 cartons. Mon téléphone vibrait déjà de messages confus de collègues. Je les ai tous ignorés. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à chez moi. Tout le trajet, j'étais complètement calme. Pas de pleurs, pas de colère, juste cette étrange clarté. Chez moi, je me suis fait du thé, je me suis assise sur mon canapé, et j'ai fixé le mur pendant peut-être 20 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Pas pour me défouler, pas pour me plaindre, pas pour dire du mal d'Apex Forge, juste pour informer. Le premier appel était pour Raymond Torres chez Patriot Defense System. Contrat annuel de 38 millions de dollars. Nous avions travaillé ensemble pendant 12 ans. Je connaissais son numéro de portable personnel par cœur. Il a décroché à la 2e sonnerie. Harper, comment vas-tu? Salut Raymond, juste pour info. À compter d'aujourd'hui, je ne suis plus chez Apex Forge. Je voulais juste que tu l'apprennes de moi avant que cela ne devienne une nouvelle officielle. Silence. Long silence. Puis, que s'est-il passé? Changement de direction, nouvelle orientation. Ce n'était plus la bonne place pour moi. Harper, tu es la seule raison pour laquelle Patriot est resté avec Apex à travers 3 PDG différents et 2 changements de propriétaire. Si tu es parti, nous devons sérieusement réévaluer ce partenariat. Je comprends. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Où vas-tu aller? Je n'ai pas encore décidé. Je prends quelques jours pour y réfléchir. Appelle-moi à la seconde où tu atterris quelque part.
À la minute où tu le fais, je veux qu'on discute. J'ai passé 8 autres appels ce soir-là. Même ton calme, même message simple, même réponse de chaque client. Dès le vendredi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pas d'anciens collègues essayant de comprendre ce qui s'était passé. De clients. Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'avais besoin de les laisser cogiter. Les laisser réaliser ce que mon absence signifiait. Samedi matin, j'ai reçu un message sur LinkedIn. Ashley Morgan, PDG de Sterling Ridge Group, un fabricant aérospatial de taille moyenne basé à Houston. Nous nous étions rencontrés lors de conférences industrielles au fil des années. Nous nous respections professionnellement, mais n'avions jamais travaillé ensemble. Son message était direct. Harper, j'ai entendu dire que tu n'étais plus chez Apex. Nous devrions parler. J'essaie de percer dans les contrats de défense aérospatiale depuis 2 ans et je ne cesse de me heurter à des murs. Tu as construit ces relations. Je paierai ce qu'il faut pour t'avoir à bord. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, café dimanche matin. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit au centre-ville de Portland. Un petit café, une table tranquille dans un coin. Ashley est allé droit au but. Je ne vais pas te faire perdre ton temps avec du blabla corporate. Je sais ce que tu vaux. Je sais ce que tu as construit chez Apex. Je te veux chez Sterling Ridge. Qu'est-ce que tu proposes? 340,000 $ de salaire de base, avantages sociaux complets, 4% de participation au capital, autonomie complète sur les partenariats clients et la structure de l'équipe. Construis ce qui te semble fonctionner. Je veux juste l'accès aux relations que tu as et l'expertise que tu apportes. Je l'ai regardé. Tu comprends que ces relations sont personnelles, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des actifs de l'entreprise que je peux juste transférer. Elles sont basées sur la confiance. Je comprends que c'est exactement pour cela que je t'offre des parts parce que je sais que tu construiras la même chose chez Sterling Ridge que ce que tu as construit chez Apex. Et quand tu le feras, je veux que tu bénéficies directement de cette valeur. Femme intelligente. Nous avons négocié pendant 90 minutes. Elle s'est alignée sur chaque point que j'ai soulevé. Le temps de finir notre deuxième tournée de café, j'avais un accord verbal pour 340,000 $ de base, 4% de part, une autonomie totale sur l'embauche et la stratégie, et une clause me donnant le dernier mot sur toutes les décisions en contact avec les clients. J'ai signé le contrat lundi matin à 9 h. Dès le lundi après-midi, mon téléphone sonnait à nouveau, cette fois venant d'Apex Forge. Le premier appel est arrivé à 14h14. Jennifer DRH. Je pouvais entendre la panique dans sa voix avant même qu'elle ne finisse sa première phrase. Harper, nous devons discuter de ta démission immédiatement. Peux-tu venir pour un entretien de départ cet après-midi? Non. S'il te plaît, Harper. L'équipe exécutive est très préoccupée par le timing et la façon dont cela s'est passé. Nous aimerions comprendre tes raisons de partir. Il y a peut-être eu un malentendu concernant les plans de restructuration que nous pouvons éclaircir. J'ai failli rire. Malentendu? Comme si afficher mon salaire sur un écran devant 21 personnes et le qualifier d'indéfendable était une sorte d'accident. Jennifer, je pense qu'Ethan a été exceptionnellement clair jeudi. Il n'y a rien à discuter. Mais le conseil pense qu'il y a peut-être eu une incompréhension sur la portée des changements proposés. Ils aimeraient avoir l'opportunité de présenter des options alternatives qui pourraient répondre à tes préoccupations. Il n'y a pas d'alternative. J'ai accepté un autre poste. J'en ai fini avec Apex. Silence à l'autre bout. Puis, tu as déjà accepté un autre emploi? Ça ne fait que 4 jours. Je suis dans cette industrie depuis 15 ans, Jennifer. Quand on est bon dans ce qu'on fait, les opportunités ne mettent pas longtemps à se matérialiser. Je pouvais pratiquement l'entendre s'agiter pour trouver quoi dire ensuite. Peux-tu au moins me dire où tu vas pour nos dossiers? Non. J'ai raccroché. Mon téléphone a sonné à nouveau 15 minutes plus tard. Numéro différent. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis ça a sonné encore, et encore. À la fin de la journée de lundi, j'avais cet appel manqué de divers cadres d'Apex, chacun de plus en plus désespéré. Le mardi matin a apporté une nouvelle tactique. Le PDG lui-même, William Richardson, a appelé mon portable. J'ai effectivement décroché cette fois-là parce que j'étais curieuse de ce qu'il dirait. Harper,
c'est Bill Richardson. J'espère que je ne vous dérange pas. Que puis-je faire pour vous, Bill? Je voulais vous contacter personnellement au sujet de votre démission. Je pense qu'il y a eu un malentendu significatif concernant la présentation de la semaine dernière. Ethan menait une large analyse des structures de rémunération à travers l'organisation. La manière dont l'information a été présentée a peut-être été mal exécutée. Mal exécutée. C'est du langage d'entreprise pour « nous avons réalisé que nous avons massivement merdé, mais nous n'allons pas vraiment l'admettre ». La présentation a été parfaitement exécutée, Bill. Ethan a accompli exactement ce qu'il avait l'intention de faire. Il a fait de moi un exemple pour montrer à tous les autres que personne n'est en sécurité. Mission accomplie. Ce n'était pas l'intention, Harper. Je peux vous assurer, Bill, que j'ai été chez Apex pendant 15 ans. J'ai vu 3 PDG différents essayer de gérer des types comme Ethan Walsh, qui débarquent en pensant qu'ils vont tout révolutionner. Ça ne finit jamais bien. Cette fois, je sors juste avant le crash. Nous ne voulons pas que vous partiez. Vous êtes un atout critique pour cette organisation. Atout critique. Drôle comme je suis passé de frais généraux indéfendables à atout critique en 4 jours ouvrables. J'apprécie cela, Bill, mais j'ai pris ma décision. Peut-on au moins discuter de ce qu'il faudrait pour vous faire changer d'avis? Donnez votre prix. Et voilà. Le moment où ils réalisent que la valeur de quelque chose est directement proportionnelle à leurs besoins urgents de l'avoir et à la difficulté de le remplacer. Ce n'est pas une question de prix, Bill. C'est une question de respect. Vous ne pouvez pas mettre un montant là-dessus. Je comprends, mais il y a sûrement un arrangement que nous pouvons trouver qui. Il n'y en a pas. Je me suis déjà engagé auprès d'une autre entreprise. Cette conversation est une courtoisie, pas une négociation. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 2 heures plus tard, Ethan a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal qui a duré près de 3 minutes. Je l'ai écouté sur haut-parleur pendant que j'organisais des dossiers dans mon bureau à domicile. Harper, c'est Ethan Walsh. Je pense que nous sommes peut-être partis du mauvais pied la semaine dernière, et je veux aborder cela directement. J'ai eu plusieurs conversations avec l'équipe exécutive et le conseil d'administration pendant le week-end, et il y a un accord unanime sur le fait que nous avons besoin de vous chez Apex Forge. La présentation de jeudi dernier faisait partie d'une analyse stratégique plus large qui n'a peut-être pas été contextualisée correctement pour ce public particulier. J'aimerais programmer une réunion cette semaine pour discuter d'un package de rémunération révisé, qui reflète mieux vos contributions uniques à l'organisation et vos relations industrielles irremplaçables. Je suis prêt à discuter d'ajustements significatifs aux propositions préliminaires. S'il vous plaît, rappelez-moi dès que possible. Je pense vraiment que nous pouvons arranger cela à la satisfaction de tout le monde. Je l'ai effacé sans écouter les 30 dernières secondes. Le truc avec le désespoir, c'est que ça fait dire aux gens des choses qu'ils ne diraient jamais autrement. Il y a 2 semaines, Ethan détruisait publiquement ma réputation. Maintenant, il voulait discuter d'ajustements significatifs et de contributions uniques. Les clients n'ont pas eu besoin de tant de temps pour comprendre les choses non plus. Dès le mardi matin, les clients ont commencé à bouger. Raymond chez Patriot Défense a envoyé la première lettre formelle à l'équipe exécutive d'Apex à 9h47. Je connais l'heure exacte parce qu'il m'a envoyé une capture d'écran par SMS avant de l'envoyer. Avec effet dans 30 jours, Patriot Défense System ne renouvellera pas son accord de partenariat avec Apex Forge Industries. Après un examen attentif des récents changements organisationnels et de l'orientation stratégique, nous avons identifié des fournisseurs alternatifs qui s'alignent mieux avec nos exigences de partenariat à long terme et nos attentes opérationnelles. C'était magnifiquement écrit, professionnel, poli, dévastateur. Traduction, Harper est parti, donc nous partons. Je n'ai pas demandé à Raymond de le faire. Je ne l'ai pas suggéré. Je n'y ai même pas fait allusion. Il a pris cette décision entièrement de son propre chef, basée sur 12 ans de travail avec moi et exactement 0 année de confiance envers quiconque d'autre chez Apex. 3 heures plus tard, Cynthia Wu chez Aerospace Dynamics Group a envoyé sa lettre. Contrat annuel de 22 millions de dollars, relation de 8 ans. Elle n'a même pas pris la peine de respecter la courtoisie des 30 jours. Sa lettre disait avec effet immédiat. Mercredi en a apporté 2 autres. Défense Système International et Pacific Aviation Component, combinant 41 millions de dollars de revenus annuels.
Tous deux ont cité un réalignement stratégique comme raison de la résiliation. Langage de l'industrie pour « la personne avec qui nous travaillons réellement est partie ». Jeudi matin, j'ai reçu un appel de James Martinez chez Sierra Flight Manufacturing. Contrat de 18 millions de dollars, relation de 10 ans. Il n'a pas pris la peine d'envoyer une lettre formelle, il m'a juste appelé directement. Harper, j'ai besoin de savoir quelque chose franchement. Es-tu chez Sterling Ridge? Oui. Depuis quand? Lundi. Cool. J'envoie les papiers de résiliation à Apex cet après-midi. Notre équipe juridique contactera Sterling pour la transition du contrat. Je n'attends pas 30 jours. Je ne joue pas à des jeux. Tu as construit notre relation. Tu connais nos spécifications mieux que quiconque dans notre propre entreprise. Je ne reste pas chez Apex juste parce qu'un contrat dit que je devrais. James, tu n'es pas obligé de faire ça à cause de moi. Je ne le fais pas à cause de toi. Je le fais parce que c'est logique commercialement. Travailler avec toi a probablement fait économiser 3 millions de dollars à Sierra au fil des années et éviter des retards et des problèmes de production. Pourquoi resterais-je avec une entreprise qui vient de virer la personne responsable de cette valeur? Ce n'est pas de la loyauté. C'est de la stupidité. Il a raccroché et a envoyé la lettre de résiliation 2 heures plus tard. Le vendredi après-midi, Apex avait perdu 9 clients majeurs. 127 millions de dollars de contrats annuels, disparus en 6 jours ouvrables. Les sites d'actualité de l'industrie ont commencé à en parler vendredi soir. Exode majeur de clients chez Apex Forge suite à des changements de direction. Les publications spécialisées ont diffusé des articles analysant ce qu'ils appelaient des départs de partenaires sans précédent. Personne n'a mentionné mon nom dans les articles. Ils n'avaient pas à le faire. Tout le monde dans la fabrication aérospatiale sait à quel point cette industrie est petite. Les nouvelles vont vite. Les gens parlent. En une semaine, tous les acteurs majeurs des composants aérospatiaux savaient exactement ce qui s'était passé. Un directeur financier humilie une directrice principale à propos de son salaire. La directrice démissionne. Les clients la suivent vers la sortie. L'entreprise implose. C'est devenu l'histoire préventive que les gens chuchotaient dans les couloirs des conférences. Ethan a essayé de m'appeler 4 fois de plus cette semaine-là, chaque message vocal plus désespéré que le précédent. Harper, s'il vous plaît. Nous devons discuter de la transition de ces comptes correctement. Harper, le conseil m'a demandé de vous contacter. Nous sommes prêts à revoir la conversation sur la rémunération. Harper, vous mettez des emplois en danger ici. Des gens innocents qui n'ont rien à voir avec tout ça. Nous avons besoin de votre aide. J'ai écouté chacun d'eux, je n'ai rien ressenti, je les ai effacés. Le lundi de la 2e semaine, Sterling Ridge Group a fait une annonce, 6 nouveaux contrats de défense aérospatiale signés. Les publications de l'industrie l'ont rapporté comme une expansion agressive et se sont demandé où Sterling Ridge avait trouvé les relations clients. Les contrats étaient la moitié de mes anciens clients d'Apex. Je ne les ai pas recrutés. Ils m'ont appelé, ont demandé où j'avais atterri. Je leur ai parlé de Sterling Ridge, je les ai présentés à Ashley. Ils ont pris leur propre décision quant à la transition de leurs affaires. C'est comme ça que fonctionnent les relations. Elles suivent la confiance, pas les contrats. Quand la personne en qui ils ont confiance part, la trace papier ne signifie rien. Au 16e jour après ma démission, Apex Forge avait perdu 241 millions de dollars de contrats annuels. 47% de leur chiffre d'affaires total tout simplement disparu. La réunion d'urgence du conseil d'administration a eu lieu le 17e jour. Les rumeurs ont fuité en quelques heures. Ethan se faisait cuisiner. Le PDG s'agitait. Les investisseurs paniquaient. Ils ont fait une dernière tentative pour me faire revenir. Lettre d'offre formelle, 425,000 dollars de salaire, un paquet d'actions, un bureau d'angle, des excuses publiques d'Ethan. Je n'ai même pas répondu. On n'humilie pas quelqu'un devant 21 personnes, on ne réduit pas le travail de sa vie à une diapositive PowerPoint, on ne le traite pas de surpayé, pour ensuite s'attendre à ce qu'il vous sauve quand votre arrogance vous explose au visage. 3 semaines après mon départ, Apex a annoncé des licenciements d'urgence. 83 personnes, des départements entiers démantelés pour compenser les pertes catastrophiques qu'ils avaient créées. Les mêmes personnes qui étaient restées silencieuses pendant qu'Ethan affichait mon salaire faisaient maintenant leur propre carton. Je n'ai rien ressenti en voyant cela arriver. Pas de triomphe, pas de satisfaction,
juste cet étrange calme. Je n'avais saboté personne, je n'avais chuchoté à l'oreille de personne, je n'avais rien miné. J'étais simplement parti d'un endroit qui ne me valorisait pas. Et l'absence de ce que j'avais construit a fait le reste. Les études de cas de l'industrie ont commencé à apparaître vers le 2e mois. Comment le départ d'un cadre a coûté 240 millions de dollars à une entreprise était le titre dans Manufacturing Today. La Harvard Business Review a fait une analyse approfondie intitulée La réduction de coûts de 320,000 dollars qui a détruit 400 millions de dollars de revenus. Ils ont utilisé Apex Forge comme l'exemple parfait à ne pas suivre. Que se passe-t-il lorsque les dirigeants confondent coût et valeur? Lorsqu'ils prennent la loyauté pour un levier? Lorsqu'ils humilient publiquement la personne qui maintient leur partenariat? Ethan Walsh a été discrètement renvoyé lors d'une session d'urgence du conseil. Pas de communiqué de presse, juste parti. Le PDG a suivi 3 mois plus tard, quand Apex a été racheté par un plus grand conglomérat à environ 60% de sa valorisation précédente. La déclaration officielle a blâmé des conditions de marché inattendues et des vents contraires dans l'industrie. Tout le monde dans l'aérospatial connaissait la vérité. Pendant ce temps, Sterling Ridge prospérait. Ashley a tenu chaque promesse qu'elle avait faite lors de ce rendez-vous café. Autonomie complète sur les partenariats clients, contrôle total sur l'embauche, dernier mot sur la stratégie. Elle ne parlait pas seulement de confiance. Elle la démontrait. Ma première semaine, elle m'a remis les clés pour construire mon propre département à partir de zéro. Pas de bureaucratie, pas de comité, pas de processus d'approbation interminable, juste voici ton budget, voici tes parts, va construire quelque chose qui fonctionne. J'ai commencé à passer des appels. En 2 semaines, j'avais recruté 3 de mes anciens membres d'équipe d'Apex. Des gens qui avaient travaillé sous mes ordres pendant des années. Des gens qui comprenaient la vente basée sur les relations. Des gens qui étaient terrifiés par ce qui allait leur arriver une fois que l'effondrement des revenus d'Apex déclencherait les inévitables licenciements. Je leur ai offert des augmentations de 20% et je les ai laissés travailler. À la 3e semaine, j'avais 6 anciens clients d'Apex en conversations actives pour transférer leur contrat chez Sterling Ridge. Pas parce que je les démarchais agressivement, mais parce qu'ils m'appelaient pour demander où j'avais atterri et si Sterling pouvait gérer leurs exigences. Chaque conversation suivait le même schéma. Client, Harper, nous avons entendu dire que tu es chez Sterling Ridge maintenant. Moi, c'est exact. Client, est-ce que Sterling peut gérer notre volume et nos spécifications techniques? Moi, je ne les aurais pas rejoints s'ils ne le pouvaient pas. Ashley a construit une opération solide. La capacité de fabrication est là. Le contrôle qualité est excellent. Ils avaient juste besoin des relations clients pour passer à l'échelle. Client, peux-tu garantir personnellement le même niveau de service que nous avions avec toi chez Apex? Moi, je peux garantir mieux. Parce que chez Sterling, je ne me bats pas contre la politique interne ou pour défendre ma valeur auprès de directeurs financiers qui ne comprennent pas cette industrie. Je suis entièrement concentré sur ce que je fais de mieux, m'assurer que vos chaînes de production ne s'arrêtent jamais à cause de problèmes de fournisseurs. Cet argument a fonctionné à chaque fois. Au 2e mois, j'avais apporté 18 clients. Revenu annuel combiné de 187 millions de dollars. Ashley a failli tomber de sa chaise quand je lui ai montré les chiffres lors de notre bilan mensuel. Harper, tu as ajouté plus de revenus en 8 semaines que nous n'en avons ajouté au cours des 3 années précédentes combinées. C'est ce qui arrive quand vous embauchez quelqu'un qui a réellement construit ses relations au lieu de simplement les gérer. Le 3e mois a apporté 12 autres clients. Le 4e mois en a apporté 9 de plus. Certains étaient d'anciens partenaires d'Apex faisant la transition. D'autres étaient des relations complètement nouvelles que je cultivais depuis des années, mais que je n'avais jamais pu tout à fait conclure chez Apex à cause de limitations de capacité ou de problèmes de prix. Sterling Ridge avait faim. Ils avaient la capacité. Ils avaient des prix compétitifs. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui pouvait ouvrir les portes. J'étais cette personne. Au 6e mois, mon portefeuille chez Sterling Ridge éclipsait ce que j'avais construit chez Apex. 43 clients, 294 millions de dollars en contrats annuels, une trajectoire de croissance qui a poussé notre directeur financier à littéralement vérifier les chiffres 2 fois pour s'assurer qu'ils étaient réels. La différence était le jour et la nuit. Chez Apex, je dépensais la moitié de mon énergie à gérer les dysfonctionnements internes et à prouver ma valeur à des cadres qui ne comprenaient pas l'industrie. Chez Sterling, je dépensais 100% de mon énergie à faire ce pour quoi j'étais réellement doué, construire des relations,
résoudre les problèmes des clients et générer des revenus. Ashley a compris quelque chose qu'Ethan Walsh ne pourrait jamais comprendre. Dans les industries basées sur les relations, on n'optimise pas les gens qui détiennent les relations. On optimise tout le reste autour d'eux. On leur donne les ressources dont ils ont besoin. On supprime les obstacles. On les rémunère bien et on ne se met pas en travers de leur chemin. Ce n'est pas compliqué, mais cela nécessite des dirigeants qui comprennent réellement ce qui génère de la valeur, au lieu de simplement fixer des feuilles de calcul. En un an, le taux de croissance de Sterling Ridge avait doublé. Nous étions en route vers 890 millions de dollars de contrats annuels. Le conseil parlait d'expansion vers les marchés internationaux. Ashley recevait des demandes d'acquisition de plus grandes entreprises, qui voulaient savoir comment un fabricant de taille moyenne était soudainement devenu un acteur majeur. La réponse était simple, même si personne ne voulait la dire à voix haute, ils ont embauché la personne qu'Apex Forge a qualifiée de surpayée et lui ont donné la liberté de prouver exactement ce qu'elle valait. 18 mois après mon départ d'Apex, la Harvard Business Review a publié cette étude de cas. Elle décomposait exactement comment la pensée de l'alignement sur le marché peut détruire des entreprises basées sur le relationnel, lorsque les dirigeants confondent les modèles Excel avec la réalité. Mon nom n'était pas dans le titre, mais tous ceux qui importaient connaissaient l'histoire. J'ai une copie encadrée de cet article sur mon bureau chez Sterling Ridge. Pas par fierté, mais plutôt comme un rappel de ce que coûte l'arrogance quand on oublie que les chiffres sur le papier ne sont que des représentations de relations humaines. J'ai gardé une autre chose. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran de cette diapositive de la salle de conférence. Mon nom en police taille 48 à côté de mon salaire en rouge. Elle est accrochée à côté de ma récompense de leadership de Sterling Ridge. Chaque fois que je la vois, je me souviens de ce silence dans la pièce, des regards fixes, de l'humiliation. Puis je me souviens de ce qui est venu après. Les appels, les clients qui me suivaient, la certitude calme d'avoir fait la bonne chose. Une vengeance sans lever le petit doigt. Les gens me demandent maintenant ce que j'ai appris. Je leur dis ceci, si une entreprise vous dit un jour que vous êtes surpayé, n'argumentez pas. Ne vous battez pas. N'essayez pas de prouver votre valeur avec des présentations ou des données. Partez, tout simplement. Laissez-les découvrir ce que vous valiez réellement. Parce qu'éventuellement, les mêmes personnes qui vous ont réduit à une ligne budgétaire regarderont leurs résultats nets s'effondrer et réaliseront trop tard ce qu'ils ont perdu. Quand Ethan m'a traité de surpayé, j'ai compris quelque chose de crucial. Certains dirigeants confondent coût et valeur. Ils voient un salaire et supposent qu'il est négociable. Ils oublient que derrière ce chiffre, il y a une décennie de construction de relations qu'ils ne pourront jamais répliquer. Partir n'était pas une question de vengeance. C'était une question de réclamer ce qui était à moi, ma dignité, mon expertise, ma tranquillité d'esprit. Mais la vie a cette façon d'équilibrer la balance sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Quand Apex s'est effondré sous le poids de son arrogance, ce n'était pas ma victoire. C'était leur leçon. Je ne les ai pas détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes au moment où ils ont traité une personne comme une dépense. La vraie victoire n'était pas les contrats qui m'ont suivi chez Sterling Ridge. Ce n'était pas les parts qui valent maintenant une fortune. Ce n'était même pas l'étude de cas de Harvard. C'était de se réveiller sans ressentiment, sachant que je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Que ma valeur n'avait pas besoin d'être défendue, parce que les gens autour de moi la comprenaient déjà. 3 mois après l'acquisition d'Apex, j'ai reçu un dernier appel d'Ethan Walsh. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Harper. Sa voix semblait différente, plus petite, épuisée. Je te dois des excuses. J'ai attendu. J'avais tort sur tout. Je pensais que j'optimisais les coûts et améliorais l'efficacité. Je n'ai pas compris que je détruisais la fondation sur laquelle toute l'entreprise était construite. Je suis sincèrement désolé. J'ai pris une respiration. Ethan, j'apprécie cela, mais les excuses ne reconstruisent pas la confiance. Elles reconnaissent juste ce qui s'est brisé. Je sais. Je voulais que tu comprennes. Je réalise maintenant ce que j'ai coûté à l'entreprise, ce que je t'ai coûté personnellement. Tu ne m'as rien coûté, Ethan. Tu m'as libéré. Les clients n'ont pas quitté Apex parce que je les ai recrutés. Ils sont partis parce que tu leur as montré exactement à quel point l'entreprise valorisait les relations qu'ils avaient construites. Ce n'était pas mon œuvre. C'était entièrement la tienne. Silence à l'autre bout. Bonne chance pour la suite, ai-je dit.
J'ai raccroché, effacé son contact. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, Sterling Ridge Group est en passe de clôturer 890 millions de dollars de contrats annuels. Je suis vice-présidente des partenariats stratégiques. Ces 4% de part qu'Ashley m'a donné valent beaucoup plus que lorsque j'ai signé. Nous avons construit quelque chose qui fonctionne vraiment. Où les gens ne sont pas des lignes sur une feuille de calcul. Où les relations ne sont pas vues comme des frais généraux. Où la loyauté est réciproque au lieu d'être exploitée. Je fais toujours de longues heures. Je réponds toujours à mon téléphone à minuit quand les clients ont besoin de moi. Je parcours toujours les hangars, j'explique les retards et je construis la confiance, une conversation à la fois. La différence, c'est que je le fais pour une entreprise qui comprend ce que cela vaut.